Bonjour. Écoutez, c'est une véritable catastrophe humanitaire qui est en train de se jouer aujourd'hui aux portes de l'Europe. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière et les principaux responsables, ce sont nos gouvernements. Les gouvernements américains, les gouvernements européens qui n'ont cessé ces dernières années de mener des guerres aux quatre coins du monde. Alors voilà, c'est l'hypocrisie aujourd'hui de nos dirigeants. C'est de créer des conflits à travers le monde. Et je pense que l'Afrique, malheureusement, est le continent qui est le plus victime de la course aux richesses de nos dirigeants occidentaux. Et ça conduit à des horreurs comme on est en train de voir aujourd'hui. C'est triste. Mais il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule solution pour aider l'Afrique aujourd'hui. Ce ne sont pas les aides au développement. L'Afrique aujourd'hui, elle n'a pas besoin de notre argent. L'Afrique, elle n'a pas besoin qu'on finance des projets là-bas. La seule chose dont l'Afrique a besoin, c'est que nous dégagions de ces pays, que les Occidentaux foutent le camp et qu'on permette enfin aux Africains de profiter de leurs richesses naturelles. Un pays comme la République démocratique du Congo, qui n'a que démocratique que le nom, n'a pas besoin d'aide. Elle n'a pas besoin de l'argent des Belges pour pouvoir subsister. Le Congo est 100 fois, 1000 fois plus riche que la Belgique. Alors, la seule chose que les Congolais, par exemple, ont besoin, c'est que les Occidentaux, comme les Kubla, les Michel et compagnie, dégagent ce pays et cessent de mettre la main sur les ressources naturelles. Il y a tout là-bas. Il y a tout. Et bien entendu, ceux qui nous dirigent, qui sont avides d'argent, ben, ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils essayent à tout prix de mettre la main sur ces pays. Que ce soit par la force, que ce soit par une pseudo-lutte contre le terrorisme, comme on l'a vu en Centrafrique ou au Mali, au Centrafrique où d'ailleurs on constate que des militaires français violent des enfants. C'est près de cet aéroport, à Bangui, que les faits se seraient produits entre décembre 2013 et juin 2014. À l'époque, des centaines de réfugiés s'entassent autour du site. Au printemps 2014, l'ONU lance une enquête. Des militaires français sont soupçonnés d'abus sexuels sur une dizaine d'enfants vivant dans ce camp de fortune. Des accusations gravissimes que l'ONU garde en interne. Inacceptable pour cet homme Anders Kompass, suédois employé des Nations Unies. Il transmet personnellement le rapport aux autorités françaises. Il a depuis été suspendu. Pourtant, l'affaire n'est toujours pas ébruitée. Alors il y a quelques jours, une responsable humanitaire décide de contacter un quotidien britannique. La personne qui aurait donné l'alerte à ce sujet a suscité plus d'intérêt que le manque d'attention de l'ONU pour les victimes et les auteurs de ces crimes. C'est une véritable catastrophe, c'est inhumain, c'est innommable. Comment des militaires peuvent violer des enfants? Il faut bien entendu le condamner, mais ça c'est quand on se croit tout puissant. Que ce soit dans l'armée ou dans la politique, on a de temps en temps ce genre de déviance qui apparaît. Je pense que j'en ai déjà parlé par le passé, mais c'est triste, il faut le dénoncer. Donc voilà, à force de créer et de répandre le malheur, eh bien on a des pauvres gens qui essayent de garder espoir et qui ne voient l'espoir qu'en Europe. Malheureusement, l'Europe n'a strictement rien à offrir. Le seul espoir pour ces migrants, c'est qu'ils restent dans leur pays. Pas parce qu'on est raciste, tout simplement parce que c'est là qu'ils ont un avenir. Qu'ils se mettent debout, qu'ils se lèvent et qu'ils donnent un bon coup de pied au cul à tous les Occidentaux qui les considèrent aujourd'hui encore comme des esclaves et qui n'espèrent qu'une chose, c'est leur disparition et leur mort. C'est le seul message
que je veux envoyer aux migrants, parce qu'on profite d'eux aujourd'hui à tous les niveaux. Vous avez en fait trois éléments qui jusqu'à maintenant ne fonctionnaient pas très bien les uns avec les autres et qui aujourd'hui vont en quelque sorte tous dans le même sens. Vous avez d'abord une économie qui est une économie mafieuse, qui est notoirement liée au trafic de stupéfiants et au proxénétisme et qui aujourd'hui a organisé, met en place en quelque sorte et gagne de l'argent en organisant des convois allez simples en direction de l'Europe. Donc c'est ce qu'on appelle communément les passeurs. Ce qu'on appelle les passeurs, qui ne sont pas des individus isolés, mais qui appartiennent à des réseaux clandestins. Il y a des rapports qui sont sortis, qui sont tout ce qu'il y a de plus sérieux. C'est une économie souterraine, rien que pour le passage de clandestins en Europe, de près de 6 milliards d'euros par an. Donc vous avez une économie mafieuse, avec donc la logistique qui permet le financement qui permet la logistique, qui envoie donc des clandestins sur les côtes européennes. Vous avez ensuite un dispositif logistique d'accueil qui est formé par les administrations type Frontex, les administrations d'accueil, mais aussi par toutes les associations subventionnées par l'État qui prennent en charge, y compris d'ailleurs avec les assurances sociales, l'AME, etc., qui prennent en charge ces populations alors même qu'elles sont en situation irrégulière sur le territoire. Et ensuite, vous avez un dispositif encore plus important, encore plus décisif, si je puis dire, qui est le rôle des médias du système, qui justifie en permanence ces flux, transforme en héros les capitaines qui ont repêché des immigrés qui menaçaient de se noyer, ce qui est certes un beau geste. Et bref, ces médias qui sont regardés dans le monde entier, y compris dans les pays d'émigration, donnent l'impression dans ces pays-là que finalement l'Europe organise, accueille, favorise ces flux et les incite en permanence et les juge possibles, les juge humains, les juge souhaitables. Et donc, je dirais la convergence de ces trois effets, c'est-à-dire une économie souterraine et mafieuse, un dispositif d'accueil et de logistique, et simultanément une incitation qui ne se limite pas à nos frontières, mais qui est regardée dans le monde entier et qui contribue en permanence à légitimer cette immigration, provoque un phénomène d'emballement qui a abouti à ce que nous voyons aujourd'hui. Mais écoutez, ce qui se passe au Yémen, c'est assez simple. C'est la mise en place de ce que j'ai déjà appelé la création du Grand Israël. C'est cela à quoi on assiste là-bas. Tous les pays arabes qui, jusqu'ici, résistaient à la toute-puissance américaine, à l'impérialisme ou au sionisme, on voit qu'ils sont en train de tomber les uns après les autres. En Tunisie, on a remplacé Ben Ali par des marionnettes islamistes. Aujourd'hui, en Tunisie, on a eu de nouvelles élections. Les islamistes ont cédé le pouvoir à un ancien, Essebsi, qui est un ancien du régime de Ben Ali. Comme par hasard, juste après les élections, juste après la reprise en main du pouvoir par un ancien du régime Ben Ali, qu'est-ce qu'on constate? Un attentat. Un attentat en Tunisie. Alors que le même nouveau président, Essebsi, a refusé et a même mis à la porte du palais présidentiel tunisien l'ambassadeur américain qui voulait mettre une base militaire américaine en Tunisie, ce que Ben Ali a toujours refusé durant son mandat présidentiel. Donc évidemment, on peut voir cet attentat à Tunis que comme une mesure de rétorsion. L'Égypte est tombée entre les mains des sionistes. Auparavant, on pouvait passer par l'Égypte pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Terminé. L'Égypte aujourd'hui est dans le camp du mal, dans le camp d'Israël, dans le camp du sionisme. On peut parler encore de la Libye. La Libye qui était un exemple au niveau de l'Afrique. Le colonel Kadhafi qui donnait énormément d'aide à sa population. Il y avait beaucoup d'immigration en Libye. La Libye offrait beaucoup de travail aux Africains. Et tout simplement parce que Kadhafi a voulu à un moment donné dire « Nous sommes des Africains, mais nous méritons le respect et nous en avons marre de recevoir nos ordres de la Maison Blanche », il a été assassiné. Comme Saddam a été assassiné avant lui. Après, on s'est attaqué à Bachar el-Assad, élu démocratiquement. On s'est attaqué à un pays souverain comme la Syrie, la France, les États-Unis. Ils ont tous voulu attaquer Bachar el-Assad. Seul Vladimir Poutine a mis son veto. Et c'est grâce à lui qu'il n'y a pas eu d'intervention américano-sioniste en Syrie. Mais en attendant, des pays comme la Turquie, qui ont vendu leur âme au diable depuis bien longtemps, ont laissé passer à leurs frontières des milliers de terroristes qui avaient pour mission de déstabiliser le régime de Bachar el-Assad. Mais non, aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que ce n'est plus maintenant la France, la Belgique, les États-Unis qui envoient leurs avions bombarder les régimes qui ne leur conviennent pas,
Non, mais non, ce sont les petites mains des États-Unis. Ces pays qui sont prétendument musulmans, qui ont vendu leur âme au diable et qui sont devenus des petites mains du sionisme. Et c'est comme ça qu'on voit des pays arabes attaquer le Yémen. L'Arabie Saoudite, qui en plus fait un commerce totalement malsain au niveau du pèlerinage à la Mecque. Ça, il faut aussi le reconnaître. Des prix totalement insensés pour pouvoir aller faire ce pèlerinage qui est quand même obligatoire pour tous les musulmans. Le Maroc également a envoyé ses avions tuer des civils innocents au Yémen. Le Maroc, et ça fait longtemps que l'on sait que les conseillers proches du roi du Maroc sont sionistes. Personne n'est dupe par rapport à cela. Et donc c'est grave, parce qu'on voit aujourd'hui que les musulmans sont même en train de s'entretuer entre eux. C'est un signal catastrophique. Alors que justement ils devraient s'unir pour s'opposer à la toute-puissance, à l'impérialisme américain, les différentes opérations néocoloniales de ces dernières années ont fait que les pays arabes ont vraiment été mis en difficulté. Il y en a de moins en moins. On a mis à la tête de nombreux pays des marionnettes qui ne répondent qu'aux ordres de Washington ou de Tel Aviv. N'oublions pas que le projet du Grand Israël, c'est de créer un État qui s'étend du Tibre à l'Euphrate. C'est exactement ce qu'on est en train de créer aujourd'hui. Alors au Yémen, nous avons des résistants qui ont décidé de s'opposer au régime qui a été mis en place par les Américains. Un régime qui ne respecte même pas la réalité de la population yéménite. Et donc on va attaquer ces pauvres gens qui essayent simplement de reprendre le pouvoir. Pour que faire? Pour deux choses. Il faut affaiblir l'Iran. Donc pour affaiblir l'Iran, il faut détruire tous les alliés de l'Iran. حتی اگر کسی یک تحلیلگر هوشمند سیاسی باشه میفهمه که امروز دیگه بمب اتمی کاربردی نخواهد داشت. امروز روز بیداری ملت هاست. بمب نمیتونه معادلات انسانی رو حل کنه. شما وضعیت آمریکا در عراق رو ببینید. انبارهای آمریکا پر از بمب‌های نسل سوم و چهارمه. بزرگترین زرادخانه‌ها مال آمریکا و همینطور انگلیس. آیا بمب‌های اتم آمریکا میتونه آمریکا رو از باتلاق عراق نجات بده؟ همینطور رژیم صهیونیستی بمب اتم داره. آیا تونست در لبنان پیروز بشه؟ شوروی سابق هم بمب اتم داشت. آیا بمب اتم تونست جلوگیری کنه از فروپاشی اتحاد شوروی؟ نه. Bientôt, on essaiera d'attaquer la Russie. C'est ce qu'on essaie déjà de faire en donnant de Vladimir Poutine l'image d'un dictateur sanguinaire qui ne respecte rien ni personne. C'est très loin de la réalité. Et l'autre objectif, en plus de l'affaiblissement de l'Iran, c'est bien entendu de pouvoir encore un peu plus créer des bases américaines dans cette région du monde. Les États-Unis sont partout aujourd'hui. Partout. Et pourquoi créer des bases américaines au Yémen? Tout simplement pour encore une fois faciliter l'extraction du pétrole et son acheminement vers l'Europe, vers les États-Unis. C'est la même chose que l'on a vu en Ukraine. Ce sont à chaque fois des opérations ou des déstabilisations de régimes qui ont pour but de mettre la main sur les matières premières et les ressources naturelles. Donc voilà, aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a avec Debout les Belges, on l'a clairement dénoncé. Animal, pas d'islam, radical, Daesh, animal, pas d'islam, radical, Daesh, animal, pas d'islam, radical. Il faut aussi condamner ces pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, tous ces faux pays musulmans, comme je les appelle,
qui finalement reçoivent les ordres directement d'Obama ou d'Israël. C'était aussi souvent le cas. De toute façon, c'est là aujourd'hui que se trouve la finance mondiale, donc forcément, il y a des questions à se poser. Et donc on se doit de condamner ces faux pays qui finalement ont décidé aujourd'hui, en agressant ouvertement le Yémen, de tuer leurs propres frères. Et ça, en tant que musulman, on ne peut pas l'accepter, on ne peut que le condamner et surtout dénoncer cette supercherie et cet acte de barbarie et de... Oui, je trouve que c'est un acte de haute trahison de l'ensemble des pays dits musulmans qui participent à cette coalition d'agresseurs contre le Yémen. Voilà, espérons que l'Union européenne, on est là à Bruxelles, la capitale de l'Europe, espérons que l'Union européenne fera quelque chose, au moins pour défendre et protéger les pauvres enfants, femmes, citoyens yéménites. De ces barbares financés par les Saouds, entraînés par la Turquie, armés par les États-Unis. Et ce que je vous dis, ce n'est pas une théorie du complot. Quand vous regardez les vidéos, vous pouvez voir que les brigades d'Al-Nosra utilisent des missiles Tau livrés par les Américains. Tout ce blabla depuis 4 ans sur les rebelles modérés, c'était de la vaste blague, comme vous le savez. Les rebelles modérés, il n'y en a jamais eu en Syrie. Bah, écoutez, là je pense que c'est véritablement un mauvais signal que la justice, par l'intermédiaire du juge Panier, a donné à la population. L'histoire du trou, c'est un cataclysme au niveau de la population belge, parce que le Belge ne pensait pas que la pédophilie existait à ce moment-là. On en parlait très très peu. Donc là, ça a été un révélateur, un choc pour la population. Et on l'a calmé très rapidement, et c'est ça qui est dramatique. Et donc voilà, aujourd'hui, toutes ces thèses, toutes ces suspicions de protection de réseau, elles éclatent au grand jour. Encore aujourd'hui, quand on voit le sort qui est réservé à une des intéressées du procès du trou, une dame qui a été condamnée comme Michel Martin à 30 ans de prison et qui finalement est libérée après 16 ans pour finir finalement ses jours dans un château chez un juge. Si là ce n'est pas démontré qu'il y a une corrélation et, comme je l'appelle, une liaison dangereuse entre la magistrature et la criminalité, je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour le démontrer. Il y a des SDF dans nos rues, il y a des gens qui n'ont pas de toit. Il y a une criminelle qui a même purgé que la moitié de sa peine pour avoir tué des enfants, pour les avoir livrés à des pédophiles, à des violeurs. Elle sort après 16 ans et elle a toutes les facilités. Là, il y a un problème à un moment donné. Et c'est pas être complotiste que de penser. Moi, je vois bien, on ne vient pas en aide. Moi, je ne sais pas si on vous vient en aide. L'État vient rarement en aide et un juge encore moins en aide. Même les curés ne viennent pas en aide aux gens. On ferme les églises le soir pour pas qu'ils puissent profiter de la chaleur de l'intérieur de l'église. Mais à Michel Martin, on lui vient en aide. Donc là, il y a un énorme problème. Et c'est pour ça qu'on était ici aujourd'hui, pour dénoncer cette réalité, cet état de fait, et véritablement essayer de réveiller tant que possible la population qui est endormie, qui préfère regarder la télé-réalité à la télévision, que d'affronter la réalité du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que nous vivons dans des pays qui sont dirigés par des criminels, par des malfaiteurs, qui font passer toutes les personnes qui tentent de dénoncer ce régime dictatorial pour des fous, pour des imbéciles, pour finalement des rigolos et des comiques. C'est ce qu'on essaye de faire. Malheureusement, il est très difficile de faire prendre conscience aux gens de la réalité dans laquelle on vit. C'est effrayant, le monde dans lequel on vit. Une criminelle, une femme qui, je le rappelle, quand même, parce qu'on a tendance à l'oublier, a ouvert les portes de la maison de Marcinelle où étaient séquestrées Julie et Mélissa alors que Marc Dutroux était en prison. Il était en prison. Et qu'elle a ouvert ses portes pour livrer les fillettes aux pédophiles qui les ont violées avec un acharnement incroyable, qui les ont finalement mises à mort. Cette femme, elle sort et on lui déroule le tapis rouge. On lui paye des études de droit alors qu'elle est incapable
de rembourser les familles des victimes? Mais dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays peut-on accepter une chose pareille, une telle injustice? Il n'y a qu'en Belgique qu'une chose pareille existe. Vous savez, j'étais encore dernièrement au palais de justice, j'ai parlé avec des avocats, ils sont écœurés de la situation. Écœurés. Et alors ce que l'on ne dit pas, c'est que bien entendu le système nous sort qui pour apaiser à chaque fois la situation? Monsieur Jean-Denis Lejeune, qui dernièrement a fait un petit caca nerveux dans la presse parce qu'il avait envie d'être député, monsieur. Aujourd'hui, il a envie d'être au Parlement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a résumé les familles des victimes à Jean-Denis Lejeune, qui est un pion du système. Il faudrait que les gens s'en rendent compte. Cet homme, qu'il s'en rende compte ou pas, et malgré tout le respect que j'ai pour lui, parce qu'il a subi une souffrance énorme avec la disparition de sa fille, que ce soit conscient ou pas, le système est en train de l'utiliser. Ce n'est pas pour rien qu'il est membre d'un parti comme le CDH. Le CDH, c'est qui? Le CDH, c'est l'ancien parti qui s'appelait le PSC, le Parti social chrétien. Le PSC, c'était vraiment l'État dans l'État. C'est comme ça qu'on appelait ce parti. C'était le parti le plus important de Belgique de l'après-guerre jusqu'à l'affaire Dutroux. Ce parti était présent dans tous les gouvernements de la Belgique, depuis la création de l'État. Ce parti, c'est le parti de Melchior Wathelet, pas le fils, le père, celui qui s'est retrouvé à la Cour européenne de justice. Melchior Wathelet, qui est Melchior Wathelet? Ancien ministre de la Justice belge, qui a libéré Marc Dutroux dans les années 90. Il a libéré Marc Dutroux malgré les avis contraires de la magistrature et des experts psychiatres. Malgré cela, Melchior Wathelet a décidé de libérer Marc Dutroux. Et après, qu'est-ce qu'a fait Marc Dutroux? Il a commencé des attouchements dans une patinoire à Charleroi. Normalement, en libération conditionnelle, il aurait dû retourner directement en prison. Ce ne fut pas le cas, comme par hasard. Jean-Denis Lejeune est utilisé par son parti et par les médias. On le fait sortir lorsqu'il y a une indignation au niveau de la population, lorsqu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Et dans le dossier Dutroux, il y en a tous les 3 mois des choses incroyables qui se passent dans ce dossier. Et on le fait sortir pour calmer les gens. Donc là, bien entendu, on a annoncé l'hébergement de Michel Martin chez le juge Panier. Qui ça? Les parents des victimes. Non, Jean-Denis Lejeune. Un homme. Pas la maman de Julie, pas la famille Rousseau, pas la famille Lambrex, pas la famille Marchal, non, un seul. Et on résume toutes les familles des victimes à un seul homme, conseiller communal, membre d'un parti, qui a travaillé pendant plusieurs années dans les cabinets ministériels. C'est totalement politique. C'est très bien joué de la part du CDH. Et j'espère aujourd'hui que Jean-Denis Lejeune va se rendre compte de cette chose-là, qu'il va se rendre compte qu'il est instrumentalisé au mépris de la mémoire de sa fille. Et qu'il va un peu, à un moment donné, puisque les médias lui donnent la parole, eh bien qu'il mène un véritable combat contre la pédophilie. Il sait que la vérité judiciaire, entre guillemets, du procès d'Arlon n'est qu'une mascarade, n'est qu'une supercherie. Il le sait. Unissons-nous et faisons en sorte de demander que justice soit faite dans ce dossier. Il y a des gens aujourd'hui qui sont encore au pouvoir, qui ont violé ces enfants, et on les laisse faire. On se tait. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de toujours réveiller la population. Il y a tellement d'injustices, d'erreurs dans ce dossier, de manipulation, que c'est tellement flagrant. Mais plus c'est gros et plus ça passe malheureusement. Qu'est-ce qu'on va encore nous sortir l'année prochaine? Est-ce que le juge Panier va vouloir accueillir Marc Dutroux? Oui, il a dit qu'il était prêt à le faire. Alors, il faut arrêter un peu. Soyons raisonnables. Les criminels sont en prison, ils doivent y rester. Et la position de Debout les Belges était très claire sur la question. C'est que nous voulons des perpétuités réelles. Nous voulons qu'une personne qui a violé ou a été complice du viol d'une mineure soit à vie en prison. C'est dur, oui, c'est de la fermeté, oui, mais on ne touche pas à nos enfants. C'est la prison, plus d'espoir de sortir. C'est ma position, c'est la position du mouvement Debout les Belges. Nous sommes le seul à avoir cette position-là aujourd'hui.
Je pense qu'on ne peut plus rire au niveau de la pédophilie, on ne peut plus banaliser ces actes odieux. Il faut se battre, il faut se lever. Et d'ailleurs, je comparaîtrai encore ce mois-ci, le 27 mai prochain, devant la Cour d'appel de Bruxelles, à 9h du matin, dans l'appel sur l'affaire, on va l'appeler Dutroux, Di Rupo, pédophilie, où, bien entendu, j'ai été condamné en première instance à 8 mois de prison avec sursis pour avoir injurié le Premier ministre et pour avoir finalement osé parler du dossier Dutroux en plein Parlement. Ça en a dérangé plus d'un, mais on compte bien pas se laisser faire et faire en sorte que ce jugement soit totalement anéanti. Et ce sera encore l'occasion de remettre sur la table ces dossiers brûlants qui ont déstabilisé le pays et qu'on voudrait taire à jamais aujourd'hui. Oui, ben aujourd'hui, c'est clair que l'Union européenne, elle marche sur la tête. En Grèce, la population vit des jours très difficiles. Il n'y a plus d'argent, l'Europe ne veut pas intervenir, ne veut pas aider la population grecque. On laisse crever de faim nos frères européens de Grèce. Par contre, l'Union européenne arrose le gouvernement fasciste de Kiev, en Ukraine, alors que l'Ukraine n'est même pas membre de l'Union européenne. Bon, on croirait, hein, parce qu'à chaque fois maintenant qu'un responsable ukrainien prend la parole, il a le drapeau européen à côté de lui. À ce que je sache, l'Ukraine ne fait toujours pas partie de l'Union européenne. Alors il y en a qui le voudraient, évidemment, les Américains le voudraient. Il y a du gaz en Ukraine. Il y a de quoi mettre la main sur des richesses en Ukraine. En plus, en même temps, on peut porter atteinte et isoler encore un peu plus le voisin russe. C'est du deux poids, deux mesures. Et je ne vois pas pourquoi on arrose un gouvernement fasciste en Ukraine qui ne fait pas partie de l'Union européenne et que d'un autre côté, on serre la ceinture de plus en plus à la Grèce. C'est pas ça la solidarité européenne. À moins que, oui, c'est clair qu'il y a plus de richesses en Ukraine qu'en Grèce. Donc je comprends que finalement, on apprécie de faire crever les Grecs. C'est moins grave. Quand même, il y a des limites. Donc là, on est vraiment dans la mise en lumière de toute cette perversion de l'Union européenne. L'Union européenne, rappelons-le, c'est un projet américain développé à la base par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas mélanger les Européens et l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par les États-Unis pour faire prendre par les nations européennes des décisions contre leurs propres intérêts.
puisque ces décisions, bien sûr, vont aller contre l'intérêt des pays européens et bien sûr des milieux d'affaires. Donc là, effectivement, l'Union européenne fonctionne bien, puisqu'elle a permis aux États-Unis, qui ont créé l'Union européenne, de faire prendre des décisions qui vont contre les intérêts des nations européennes, que ce soit dans le domaine de l'armement pour la France, qui est capitale, dans le domaine pétrolier, qui est capital pour toutes les majors pétrolières européennes. Et même, il faut voir une chose, c'est qu'appauvrir la Russie, c'est extrêmement nuisible pour l'économie européenne, puisque l'Union européenne, enfin les Européens en général, ont besoin d'une Russie riche qui puisse leur acheter des produits manufacturés, et notamment en Allemagne, et notamment en France et en Italie. Walter Hallstein a été le premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Mais c'est un homme qui a une longue histoire. Walter Hallstein est né au début du XXe siècle. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne qui a eu lieu en 1941 à Paris au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazies de l'autre côté. Un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Vous savez, cette Seconde Guerre mondiale qui a permis aux États-Unis d'envahir l'Europe. C'est une véritable invasion qui a eu lieu. Déjà qu'ils ont créé Hitler, déjà qu'ils ont financé le régime nazi. During World War II, the level of coordination and efficiency in the Nazification of Germany was unprecedented. But the systematic extermination of people based on race and class may not have even been possible were it not for the many corporate interests that aided and abetted the Nazis during the war. You know, for everything we learn about Hitler in the Second World War, the one thing that's conveniently omitted from history books is the role corporations played in the conflict. For example, the world-famous fashion designer Hugo Boss, who we can now all thank for the terrifying and now infamous black uniforms worn by the German SS and the brown shirts worn by the Hitler Youth, as well as an entire fashion collection for the Third Reich. Well, being a Nazi Party member himself, Hugo Boss benefited greatly from the cheap labor of concentration and POW camps to manufacture the uniforms. Then there's Siemens, the multinational engineering/electronics giant. See, during Hitler's rise in the 1930s, Siemens was used Nazi prisoner labor to build everything from railway infrastructure to communications and electrical power. But perhaps the most shocking example of the corporate Nazi connection is Ford Motor Company, Hitler's most prominent foreign benefactor. Yes, the legendary American entrepreneur Henry Ford was also a famous anti-Semite. In 1937, Adolf Hitler had a special medal created for foreign friends of the Third Reich, and the regime awarded it to Henry Ford that very same year. This might explain why Ford opened an assembly plant in Berlin in 1938 just before the war, which according to U.S. Army intelligence produced vehicles designed for troop transport. But these are only a few examples of the handful of corporations that ensured the success of the Holocaust. And thankfully, Hugo Boss and Siemens have set up a compensation fund for the victims of Nazi Germany. But look, while we learn a limited scope of how the Holocaust happened and why, we must acknowledge the role corporations played in these unimaginable horrors. Only then can we begin to hold accountable the many corporations that continue to profit from war and genocide today. Pour mettre l'Europe à feu à sang, puis ils sont arrivés en sauveurs de l'humanité en disant voilà, nous les Américains, nous venons libérer l'Europe. Peut-être que s'ils n'avaient pas financé Hitler, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu besoin de venir libérer l'Europe. Je suis très critique par rapport aux États-Unis. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont implantés partout, des bases américaines partout, y compris en Belgique, et on a développé l'Union européenne. L'Union européenne pour faire en sorte que finalement, tous les pays européens perdent leur souveraineté nationale et que tout soit imposé par les dirigeants de l'Union européenne. Mais qui dirige l'Europe? Les lobbies, les Bilderberg Company, les lobbies pharmaceutiques,
les lobbies communautaires. C'est eux qui dirigent l'Europe. Si vous observez la topographie de la place Schuman, le centre névralgique de la politique européenne, vous voyez la Commission d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre. Et tout autour, vous avez les bureaux de lobby dont la plupart appartiennent à de grandes multinationales. Il y en a aussi dans les petites rues adjacentes, jusqu'au Parlement européen et même au-delà. Vous trouverez les sièges des lobbies de grandes sociétés. Vous comprendrez que ces groupes de pression et leurs activités sont gérés depuis ces bureaux. Bruxelles abrite 2500 structures de lobbying, 15 000 lobbyistes, le deuxième pôle de lobbying mondial. Seul celui rassemblé à Washington DC est plus important. Il y a des députés au Parlement européen, mais c'est de la rigolade. Ces députés européens ne foutent rien. Ils n'en ont rien à faire d'être au Parlement européen. Ils sont très contents de toucher leurs indemnités, ça c'est clair. Mais allez, quand on doit voter un traité au Parlement européen, ce sont des bassines entières de textes qu'il faut voter. Vous pensez que les députés vont lire tous ces textes-là? Bien sûr que non. L'ordre vient d'en haut et ça passe tout le temps. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des textes européens qui sont refusés par les parlements nationaux en Belgique ou ailleurs? Mais non, tout ce qui vient de l'Europe est directement accepté par les parlements nationaux. C'est bien une dictature. On nous impose tout et on ne discute pas. Il faut savoir quand même que ceux qui dirigent l'Europe ne sont pas élus. Les Juncker et compagnie, ils ne sont pas élus. Ils sont désignés. C'est quand même différent. Ils sont désignés par qui? Par leurs amis. Ceux qui dirigent la finance mondiale. Depuis plusieurs années, les excès de la finance provoquent la colère des peuples. Une finance devenue folle, incarnée par une banque surpuissante. Si vous deviez choisir une banque qui, sur une longue période, a vraiment façonné la pensée unique, ce serait certainement Goldman Sachs. Une banque, plutôt un empire. Riche de 700 milliards d'euros d'actifs, soit 2 fois le budget de la France. L'empire parie sur tout et n'importe quoi pour engranger toujours plus de profits. C'est la plus formidable machine jamais créée pour gagner de l'argent. La banque emploie 30 000 personnes qui font circuler l'argent 24 heures sur 24 sur les 5 continents. Pour mettre en œuvre leur projet de nouvel ordre mondial, cette mondialisation qui nous prend à la gorge et qui nous étouffe. C'est très grave ce qui se passe aujourd'hui. Alors, l'Union européenne, c'est pour moi l'élément essentiel que nous devons combattre. Il faut sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre solution. Il ne faut plus jouer le petit jeu des États-Unis qui veut s'en mettre plein les poches sur notre dos. Non, il faut sortir de l'Union européenne, tout est possible. On nous fait croire qu'il est impossible de sortir de l'Union européenne. C'est ridicule, c'est très bien. Il y a l'article 50 du traité européen que l'on peut sortir de l'Union européenne et que l'on peut reprendre notre souveraineté nationale, avoir une banque nationale qui prête à du 0%, faire en sorte de soutenir l'économie de notre pays, privilégier les produits belges. D'ailleurs, je l'ai proposé, supprimer la TVA sur les produits bio, cultivés, produits en Belgique. C'est une mesure soutenue par Debout les Belges qui est très importante. C'est clair, ça évite, ça diminue les rentrées au niveau de l'État. Pas de TVA sur les produits, c'est une perte pour l'État. Mais c'est un gain après, parce qu'évidemment, on va augmenter le pouvoir d'achat. On va augmenter aussi la santé des Belges, parce que consommer du bio, c'est toujours mieux que de consommer la merde, hein. Coca-Cola, etc., McDo, tout ce dont on fait la pub en permanence. C'est toujours mieux de consommer des produits bio. Et en plus, on fait vivre qui? Nos petits agriculteurs, nos petits producteurs, ils sont surtout wallons en plus. Donc évidemment, certains, la suppression de la TVA sur les produits bio, ça fait réduire les rentrées pour l'État, mais après, l'État n'a qu'à y gagner. Mais l'État n'ira jamais dans une voie pareille.
La population se sentirait mieux, elle se porterait mieux, elle serait en meilleure santé. Donc on consommerait moins de médicaments. Or, on sait très bien que l'industrie pharmaceutique génère des millions et des millions d'euros en Belgique et qu'il n'est pas possible de porter à tête à cette industrie. Et donc jamais aucun gouvernement ne votera une loi qui va contre les intérêts de l'industrie pharmaceutique qui est toute puissante en Belgique. Donc voilà. À un moment donné, il faut se poser une question. Savoir quels intérêts doivent défendre nos responsables politiques. Est-ce la finance mondiale ou est-ce le bien-être de la population? Chez Debout les Belges, on a fait notre choix. C'est le bien-être de la population et tous les lobbies, leurs industries pharmaceutiques, avec leurs médicaments qui ne valent rien mais qui coûtent une fortune, eh bien, ils ont qu'à les prendre et on leur met un bon coup de pied au cul et qui dégagent notre pays. Moi, tout ce qui compte, c'est de venir en aide à la population. Parce qu'aujourd'hui, on constate que la pauvreté, elle ne cesse d'augmenter en Belgique. C'est une catastrophe. Je me promène en rue, tout le monde vient me dire « Ouais, on ne s'en sort plus, comment on va faire ? On n'arrive pas à terminer le mois, on vit dans des conditions incroyables, on n'a plus de papier toilette. » Même. Vous imaginez un peu la situation de certaines personnes dans notre pays? C'est totalement scandaleux. Et on crée une société de pauvres, de plus en plus. Et que fait-on des pauvres? On les exclut de la société. On n'en a pas besoin. On ne veut même pas leur venir en aide. Et on voit un peu partout à travers le pays se mettre sur pied des mécanismes pour faire fuir les SDF. On l'a vu à Liège, où on a muré, heureusement on l'a supprimé vu la protestation générale, on a muré un endroit où des SDF allaient se réchauffer sous un pont. Si ce n'est pas un acte inhumain. En attendant, il y a une trentaine de SDF qui sont morts à Liège cette année. Morts de froid ou morts à cause de l'insécurité. L'État ne met rien en œuvre pour leur venir en aide. Et pourtant, il y a moyen de faire autre chose. Il y a moyen de venir en aide à tout le monde. La Belgique est un pays riche. Si on veut venir en aide à nos concitoyens, on peut le faire, à condition que ce soit notre priorité. Et c'est ce que Debout les Belges compte faire. Oui, c'est clair que moi, ma volonté, c'est de venir en aide à mes concitoyens. À partir du moment où les responsables politiques décident volontairement de sacrifier une partie de la population, il est de mon devoir de faire en sorte, avec les maigres moyens dont nous disposons, de venir en aide à ces gens. C'est ce que nous allons faire. Comment? De un, nous allons, dans les mois qui viennent, lancer un appel aux dons. Pas du pognon. Des denrées alimentaires, des vêtements, des écharpes, des produits de première nécessité. Nous allons lancer cet appel aux dons pour que les gens puissent venir apporter tout ce qu'ils ont chez eux et qu'ils veulent offrir aux autres, aux plus démunis. On va les recevoir à Charleroi, dans le local de Debout les Belges. Parce que maintenant nous avons un local et on va s'en servir. On va s'en servir pour venir en aide à la population. Deuxièmement, vous savez que j'ai essayé de développer avec Dieudonné un projet au niveau de l'assurance. Ce projet n'a pas pu se faire. Je laisse Dieudonné développer son projet de l'assurance auquel je ne crois pas, avec Arnaud Sassi, ancien directeur compagnie d'assurance, etc., un professionnel du milieu. Voilà, je leur laisse développer leur projet qui, pour moi, ne tient pas la route. Le projet que je vais développer, c'est le projet que j'ai proposé à Dieudonné et que Dieudonné n'a pas voulu suivre parce qu'il n'était pas assez lucratif. Ce projet, ce n'est pas de vouloir jouer l'apprenti assureur. Ce n'est pas de vouloir jouer l'apprenti courtier. Je ne suis pas assureur. Je n'ai pas les compétences pour. Je suis politique. Ça, je sais le faire. Venir en aide à mes concitoyens, je peux le faire. Et c'est ce qui me plaît. Je n'ai pas envie de chipoter avec des chiffres toute une journée. Ce n'est pas mon boulot. Je laisse ça aux professionnels. Alors, comment faire aujourd'hui pour dégager de l'argent? Parce que bien entendu, l'argent, c'est nécessaire. Non pas pour s'enrichir, mais tout simplement pour venir en aide aux autres. Faire preuve de solidarité. Eh bien, on peut le faire au niveau de l'assurance. Nous avons tous des assurances. On est tous assurés pour quelque chose. Aujourd'hui, je vais proposer un concept qui permet de payer vos assurances tout en finançant des projets humanitaires et sociaux. Comment? Très simple. Je vais sur pied une structure qui aura un site internet. Sur ce site internet, les gens pourront aller, ils vont remplir leurs données.
de données de base, hein, avec une particularité qu'on ne retrouve pas sur les sites d'Alliance, etc., etc. C'est que lorsque vous aurez rempli toutes vos coordonnées, vous pourrez choisir le projet social et humanitaire que vous voulez financer. Personne n'a fait ça. Quand j'aurai reçu, bien entendu, la demande du futur client, j'envoie ça chez un courtier, dans un cabinet de courtage. Ce cabinet de courtage dont la non-assurance fait l'économie. On supprime le courtier chez eux, ça ne sert à rien. Si le courtier sert à quelque chose. Le courtier sert à quelque chose, il sert à assurer un service, d'être proche du client, d'être là, d'être présent à ses côtés lorsqu'il y arrive un sinistre. C'est facile de payer une assurance, encore plus facile de payer une assurance moins chère. Mais le but d'une assurance, c'est de bien assurer. Le but d'une assurance, c'est d'être indemnisé en cas de sinistre. Avec la non-assurance, il n'y a pas du tout cette possibilité-là. Très vite, les gens vont se rendre compte qu'ils vont se retrouver seuls face à un mur et qu'ils n'auront jamais le moindre remboursement. Alors moi, ce que je veux faire, c'est travailler avec des courtiers, des cabinets de courtage qui partagent notre philosophie et qui acceptent de dédier l'intégralité, je dis bien l'intégralité des commissions de courtage, c'est environ entre 10 et 25% de la prime totale d'assurance payée, à des projets humanitaires et sociaux. Le but n'est pas de s'enrichir. Il faut bien offrir un salaire quand même aux personnes qui vont développer le projet. C'est normal, c'est un travail à temps plein. Tout travail mérite salaire, un salaire raisonnable. Mais le but, c'est d'utiliser ces bénéfices pour développer des projets qui viennent en aide concrètement à la population. Avec notre projet, c'est parfait, parce que vous continuez à être assuré auprès des compagnies existantes. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut de ces compagnies. C'est le mal, c'est ci, c'est là. Peut-être, mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas les moyens financiers de les concurrencer ou de les contrecarrer. D'autres ont les moyens, ils ne veulent pas les investir. Donc moi, je fais avec ce que j'ai. Donc aujourd'hui, on doit travailler avec ces compagnies qui sont là, qui font quand même leur travail. Aujourd'hui, on est assuré, s'il y a un sinistre, en général, la compagnie, elle rembourse. Si on est dans notre droit, évidemment, si on a un bon contrat. Avec mon projet, on aura un contact direct avec un courtier. Vous ne verrez pas la différence. Vous serez toujours aussi bien assuré. Mais en attendant, entre 10 et 25% de la prime d'assurance que vous payez permettra de développer des projets sociaux. Alors voilà, on aime ou on n'aime pas. Je ne dis pas que c'est la solution. Je dis simplement que c'est une solution que j'ai trouvée pour permettre aux gens de ne pas ouvrir leur portefeuille, de ne pas dépenser 1 euro de plus que ce qu'ils dépensent aujourd'hui et en même temps venir en aide à nos concitoyens. J'ai beau chercher dans tous les sens, je n'ai pas trouvé aujourd'hui d'autres projets qui permettent de réaliser cette solidarité et de la mettre en œuvre. On est dans un monde où on a l'impression d'être tellement désorienté qu'on ne sait plus vraiment vers où on va. Mais je pense qu'il n'y a qu'une seule direction dans laquelle nous devons aller. C'est la voie de la solidarité. Et cette voie-là, c'est la voie que je souhaite vraiment que nous empruntions. Pas de dispute, pas de querelle, pas d'opposition. Donnons-nous tous la main pour venir en aide aux plus démunis, à ceux qui ont besoin et qui, malheureusement, n'ont pas toujours la possibilité d'appeler à l'aide. Jouons la carte de la solidarité et c'est ça qui doit guider nos pas aujourd'hui. Le temps défile sur une vitesse folle. Les gens s'affalent et regardent la fin du film de l'homme. Depuis tant de temps, des âmes bonnes donnent, cherchant dans l'histoire des signes afin d'éviter l'ultimatum. Comme un idéal de changement, car trop d'innocents saignent. On appelle au rassemblement, non pas d'une révolution lointaine. Frère, si tu m'entends, c'est à l'intérieur de toi que se trouve le changement. Utiliser le système, c'est un faux semblant. C'est lui qui tient les rênes car ça pue l'argent. Le réveil, c'est dans l'autre sens. L'émancipation de tout essence. Aliéné en noir, devenu blanc sans conscience. Proie à l'Occident, civilisé en transe, se sentant tellement intelligent.
S'il te plaît, décroche, tends l'oreille, pense à tes proches, oublie tes poches. Y a des causes qui dépassent ta panse, comme ce Proche-Orient désorienté qui s'oriente vers la fin d'un futur proche. Un monde dessiné de souffrance, décidé à décéder, détruira toute existence. Tout le monde se fâche, des égos subjugués par l'apparence, que même le miroir se flige. Plus j'avance, ça sent l'essence. Sur toutes les pages, la tristesse des pauvres nourrit les riches. Un monde de merde qui s'individualise, fait de nous des êtres qui trichent. On collabore à bord même si tout déborde. On coule les faibles regardant le spectacle à table. Quand est-ce qu'ils vont comprendre que l'innocendre était le sonde devenu sable? Ils ont été créés seulement pour montrer l'homme sale qui se croit être heureux seul. Pourtant le bonheur c'était ensemble. Je navigue dans les larmes, je suis comme un aimant. Comment regarder ailleurs quand les armes tuent des enfants? Comment parler de cœur quand je suis dans le consentement? Ne voit-il pas l'heure s'écrire avec du sang? Le trou noir aspirant la lumière du monde. La colère a dissous mes œillères dans Belgique-Land. La déception est grande, des plaies profondes. Ils sont prêts pour l'offrande, s'offrir à l'immonde. L'inéductable fin n'a pas de frein, conduit par des fous. Ils ont préparé des millions de bombes. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ils ont volé tout espoir de voir la lumière du jour. Ils conduisent à l'abattoir ce qu'il reste de l'amour. Ils ont volé tout espoir de voir la lumière du jour. Ils conduisent à l'abattoir ce qu'il reste de l'amour.